Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire de la fin du 19e siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. En 1896, Sophia MacLeod habitait au 33, rue Brighton à Charlestown, quartier respectable de Boston. Elle était mariée, mais son mariage avec Monsieur B. W. Grant n'avait pas été heureux, et le couple avait choisi de vivre séparément. En fait, Sophia mentionnait rarement son mariage, préférant être simplement connue sous le nom de Mademoiselle MacLeod. À l'époque, le divorce à Boston était légalement possible, mais socialement mal vu, surtout pour les femmes. Les tribunaux étaient souvent réticents à accorder des divorces, exigeant la preuve d'une faute grave comme l'adultère, l'abandon ou la cruauté. Les procédures judiciaires pouvaient être longues, coûteuses et scandaleuses. Ainsi, de nombreux couples, dont Sophia et son mari, préféraient vivre séparément plutôt que de divorcer officiellement. Ainsi, elle est restée à Charlestown pendant que son mari ouvrait un commerce de produits secs à Providence, Rhode Island. Le 33 rue Brighton était une grande maison de 3 étages, assez spacieuse pour plusieurs locataires. L'entretien d'une telle propriété entraînait des dépenses considérables, et Mademoiselle MacLeod, vivant là sans son mari, devait gérer ses coûts seule pour faire fonctionner le foyer. Elle louait des chambres non seulement à des pensionnaires ordinaires, mais aussi à des membres de sa propre famille, y compris sa jeune sœur, Mademoiselle Ida Quinlan, qui était restée avec ses 2 enfants pendant des mois. L'arrangement fonctionnait bien, les chambres étaient occupées et la vie à la maison se passait sans problème jusqu'au samedi 1er février 1896. Ce jour-là, Madame Ida Quinlan et son jeune fils sont sortis faire des courses vers 21h. Madame Quinlan était également la mère d'une jeune fille qu'elle avait laissée à la maison en train de dormir, apparemment en sachant que sa sœur était là au cas où l'enfant se réveillerait. Ils sont rentrés tard dans la soirée, mais lorsque Madame Quinlan a essayé d'ouvrir la porte, elle l'a trouvée verrouillée. Elle a sonné à la porte, s'attendant à ce que sa sœur lui ouvre, mais personne n'est venu. Elle secoua la poignée et appela, espérant que sa sœur l'entende. Pourtant, la maison demeurait silencieuse. Inquiète, elle recula, se demandant quoi faire. Il était rare que sa sœur ne réponde pas. Au bout d'un moment, elle décida d'aller voir le propriétaire, qui habitait dans la même rue. Lorsqu'elle arriva, elle lui expliqua la situation. Voyant Madame Quinlan très bouleversée, il envoya un homme ouvrir la maison avec une clé. Dès leur entrée, elle a immédiatement vu que les pièces étaient saccagées. Mais avant qu'elle ne reprenne ses esprits, l'homme lui annonça que sa sœur gisait sur le sol de la cuisine dans une mare de sang. Madame Quinlan resta un instant sous le choc, mais elle n'entra pas dans la cuisine. Et puis soudain, sans dire un mot, elle saisit la main de son fils et s'enfuit de la maison. Elle se rendit au magasin le plus proche, qui était la pharmacie Draper, et leur demanda de contacter un médecin. Puis, ne sachant pas quoi faire ensuite, elle se précipita de nouveau dehors, et au coin des rues Main et Alford, elle aperçut un policier et lui demanda de l'aider. Ils rentrèrent ensemble à la maison. Lorsque l'agent de police McTiernan entra dans la cuisine, il trouva une grande flaque de sang au centre de la pièce, et le corps de Madame MacLeod était étendu sur le sol. Il remarqua qu'elle portait sa chemise de nuit et ses chaussons, puis il comprit, en observant mieux, qu'elle était morte. Le désordre général laissait penser que quelqu'un avait cherché de l'argent ou des objets de valeur. Les tiroirs étaient ouverts, les effets personnels éparpillés et les meubles renversés, ce qui donnait l'impression d'une fouille précipitée. McTiernan supposa aussitôt que le vol était le mobile, car le chaos visait uniquement la recherche d'argent ou de bijoux. Le docteur O'Brien n'a pas mis longtemps à arriver. Il était le frère de Monsieur James O'Brien de la pharmacie Draper, et il se rendit directement à la cuisine pour examiner le corps. Son inspection rapide suffit à révéler la gravité de l'attaque. Des blessures profondes derrière l'oreille avaient sectionné les artères de Mademoiselle MacLeod, et il a conclu que ce sont ces blessures qui avaient causé sa mort. Une fois que le lieutenant Fauteur de la division 15 avait été informé de l'incident, il a envoyé les sergents Thayer et Fressiden pour enquêter. Ils ont fouillé la propriété, sans trouver l'arme ou l'instrument de l'attaque, et il était clair que les auteurs avaient soigneusement tenté d'effacer leurs traces. Ils ont tenté de parler à Madame Quinlan, très hystérique, mais elle a quand même réussi à leur dire cela. Un homme est venu vendredi soir à la maison pour demander à voir une chambre. Elle a expliqué que sa sœur avait 3 pensionnaires réguliers et qu'elle envisageait d'en prendre un autre. Cet homme a pris le temps d'examiner les lieux, comme s'il observait la disposition des pièces. Elle a dit qu'une fois terminé, il les a remerciés et est parti.
Elle a ajouté que lorsqu'il était parti, sa sœur et elle avaient fait remarquer que ce n'était pas quelqu'un qu'elle voudrait avoir comme pensionnaire. Depuis sa séparation d'avec son mari, Mademoiselle MacLeod vivait à Brighton Street, et sa sœur, Madame Quinlan, était également venue habiter dans la maison. Leur frère, Harry MacLeod, chef de train, vivait à proximité, tout comme leurs frères Angus, Archie et Daniel. La famille avait déjà vécu une tragédie lorsque Benjamin, un autre frère, était mort dans un accident de train l'été précédent. La police a envisagé la possibilité que l'un des pensionnaires ait pu attaquer la dame. Mais après avoir parlé à leurs employeurs du chemin de fer, il a été confirmé qu'ils étaient tous au travail à ce moment-là. Bien que le vol ait d'abord été suspecté comme un motif possible, personne dans la maison ne pouvait indiquer quoi que ce soit qui manquait réellement. Ida pensait que sa sœur avait gardé 25 dans un tiroir, mais même cela n'a pas pu être confirmé. Les portes étaient verrouillées à son retour et aucun signe d'effraction n'était visible. Une voisine dont le mari travaillait aussi pour le chemin de fer a déclaré à la police qu'elle était assise à sa fenêtre en baie depuis plus d'une heure. Avant de voir Madame Quinlan retourner chez sa sœur, elle a dit qu'elle attendait le retour de son mari et que, pendant ce temps, elle n'a vu aucun étranger entrer sur la propriété ni pénétrer dans la maison de Mademoiselle MacLeod. En réalité, elle n'a remarqué personne avant l'arrivée de Madame Quinlan. Les enquêteurs ont examiné une série de possibilités. Peut-être qu'un ancien locataire qui n'avait jamais rendu sa clé était revenu sans prévenir dans une tentative de cambrioler la maison. Ou peut-être qu'une amie de Mademoiselle MacLeod était venue à l'improviste, mais ses intentions étaient très différentes de ce qu'elle paraissait. Quelqu'un qu'elle connaissait aurait pu entrer sous prétexte d'une visite amicale, mais la rencontre a pu devenir sombre une fois seule. Ils se demandèrent laborieusement si un intrus avait grimpé par la gouttière jusqu'à la fenêtre cassée du 3e étage pour entrer. Tous les scénarios furent étudiés, mais aucun ne correspondait à la scène. Une femme assassinée. Des pièces en désordre, mais rien de valeur n'a été pris. Au lieu d'éclaircir le mystère, ces théories n'ont fait qu'ajouter à la confusion, accentuant l'incertitude autour de ce qui s'était réellement passé. Les détectives doutèrent bientôt qu'un intrus soit responsable. Les déclarations de Madame Ida Quinlan selon lesquelles elle était partie faire des courses et était revenue pour trouver les portes verrouillées n'ont pas tenu face aux interrogatoires. Les policiers soupçonnaient de plus en plus son implication dans la mort de sa sœur. Pourtant, lorsqu'ils ont parlé à son fils de 6 ans, ces déclarations ont compliqué cette théorie. Il leur a dit qu'il avait vu sa tante avant de sortir avec sa mère et qu'elle était assise sur une chaise en train de lire un livre. Il a également insisté sur le fait qu'il n'avait pas quitté sa mère d'une semelle depuis le moment où ils étaient sortis de la maison jusqu'à leur retour. Son récit ne confirmait pas que sa mère s'était absentée assez longtemps pour commettre le crime. La police pensait que Mademoiselle Sophia MacLeod avait été tuée peu après 21h, et cette estimation prit une nouvelle importance lorsqu'un homme nommé William D. Doughty, un tailleur qui vivait sur Perkins Street, déclara aux policiers qu'il avait vu le petit garçon de Madame Ida Quinlan debout seul vers 21h15 le samedi soir. C'était très significatif, car c'était précisément à ce moment-là que la police pensait que Mademoiselle MacLeod avait été tuée. Le sort de Madame Quinlan reposait sur le témoignage de son fils. Et bien que le garçon ait insisté sur le fait qu'il avait été avec sa mère toute la soirée, cela n'avait pas encore été fermement établi maintenant que Monsieur Doughty s'était manifesté et avait déclaré avoir vu l'enfant debout à l'angle des rues Perkins et Brighton, à environ 30 mètres de la maison de Mademoiselle MacLeod, et à 1 heure contredisant la déclaration du garçon. La police pensait qu'elle disposait désormais de preuves pouvant contester les déclarations faites par Madame Quinlan et son fils, Joseph Clayton, qui travaillait sur le Bar Harbor Express entre Boston et Portland, et qui avait été pensionnaire à l'ancienne résidence de Mademoiselle MacLeod au 11 rue Kingston. Il a dit aux agents qu'elle souffrait d'asthme et que, pour cette raison, sa sœur, Madame Quinlan, venait souvent l'aider pour les tâches ménagères. Il a dit que Madame Quinlan était très irascible et qu'à une occasion, alors qu'elle remplissait une lampe d'huile, elle s'est tellement mise en colère à cause d'une remarque qu'il avait faite qu'elle lui a jeté l'huile dessus. Monsieur Clayton a également déclaré que Mademoiselle MacLeod avait été attaquée 2 fois par des hommes venus chez elle pour voler de la nourriture. Mais heureusement, lorsque cela s'est produit en 1893, ses frères, Angus et Archie, sont arrivés juste à temps pour l'empêcher d'être blessé physiquement. Il a dit qu'après ces incidents, la famille a pris un chien. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, de nouvelles preuves ont commencé à apparaître. La police a appris des témoins que Mademoiselle MacLeod et Madame Quinlan se disputèrent souvent, dans la cour comme dans la maison. Apparemment, à plusieurs reprises, les 2 femmes s'étaient livrées à des bagarres physiques.
tout en exprimant bruyamment leur colère l'une envers l'autre. Ces témoins ont également déclaré que les deux femmes étaient connues pour boire, et la police s'est demandé si Madame Quinlan était sous l'influence de l'alcool, et qu'elle avait attaqué sa sœur dans un moment d'agitation extrême, durant lequel elle était temporairement déséquilibrée mentalement, ne réalisant que plus tard toute la gravité de ses actes. Le professeur Woods, qui a fourni l'analyse médico-légale à la police, a examiné avec soin la robe qu'Ida portait le jour de l'incident. Ses conclusions étaient frappantes. Le tissu était marqué par de minuscules gouttelettes de sang. Le professeur a expliqué que, contrairement aux traces ou taches plus grandes, qui auraient pu résulter de la manipulation du corps après la mort. Ces taches semblaient avoir été éclaboussées, ce qui suggérait qu'elles avaient été produites au moment même de l'acte violent. Ce détail a offert aux enquêteurs une vision plus claire des circonstances entourant le crime, et avec toutes les preuves recueillies, Madame Ida Quinlan a été arrêtée et accusée du meurtre de sa sœur. La convocation d'une audience préliminaire a aussitôt attiré l'attention du public. L'audience n'était pas un procès, mais une procédure formelle devant un juge pour examiner les preuves contre Madame Ida Quinlan. Son but était seulement de vérifier si l'accusation avait apporté assez de preuves crédibles pour justifier sa détention et la présentation de l'affaire devant un grand jury. À ce stade, le rôle du juge était strictement d'évaluer la cause probable, afin de déterminer s'il existait des raisons suffisantes de croire qu'un crime grave avait été commis. Si nécessaire, Madame Quinlan pourrait être responsable, mais le juge ne présumerait ni sa culpabilité ni son innocence. Le public était très intrigué par l'affaire, et avant l'ouverture des portes de la salle d'audience de l'ancien hôtel de ville, une foule nombreuse s'était déjà rassemblée. Des hommes, des femmes et des enfants bordèrent la rue, espérant voir Madame Ida Quinlan, attendue de la prison de la rue Charles à 8 heures. Cependant, la plupart d'entre eux furent déçus en voyant la foule. L'huissier Henry Fox a fait conduire la voiture de Mademoiselle Quinlan dans une ruelle derrière le bâtiment. Elle a été conduite par une entrée latérale et placée en cellule jusqu'à l'ouverture du tribunal. À ce moment-là, la foule était devenue si nombreuse que le capitaine White a ordonné que les trottoirs devant l'entrée principale soient dégagés. Seulement 130 personnes ont été admises dans la salle, dont 20 femmes occupant toute la première rangée derrière le banc. Le seul membre de la famille de l'accusé aperçu dans la foule était son frère, Archie MacLeod, qui avait été convoqué comme témoin à charge. Peu avant 9 heures, le juge Henry W. Bragg a ouvert l'audience. Madame Quinlan était vêtue très sobrement, entièrement en noir, avec un chapeau en feutre noir orné de dentelles et de plumes. Malgré la tension de l'affaire, elle ne montrait aucune inquiétude ni nervosité. Assise derrière son avocat, elle semblait calme, observant chaque étape de la procédure avec une grande attention. Madame Quinlan était représentée par Monsieur Joseph Corbett, l'un des avocats de la défense les plus respectés de Boston. Il était connu pour son habileté à gérer des affaires difficiles et très médiatisées. Monsieur Corbett a demandé que tous les témoins à charge soient exclus de la salle d'audience, sauf lorsqu'ils témoignaient. Le juge a accepté cette demande, et seuls les témoins médicaux ont été autorisés à rester. Le premier témoin était le médecin légiste Harris. Il a décrit son arrivée à la maison de la rue Brighton tôt le matin du 2 février et la découverte du corps de la victime dans la cuisine. Allongée sur le dos, dans une mare de sang, il a dit qu'elle portait une chemise de nuit, des sous-vêtements, des bas et des chaussures. Il a déclaré au tribunal qu'il avait examiné les blessures à la tête de la victime, puis ordonné que le corps soit transporté à la morgue. Il a ensuite parlé de l'autopsie et a déclaré qu'elle avait révélé une femme en bonne santé qui avait subi de multiples coups. Il a confirmé qu'un hématome sous l'œil semblait être le premier coup porté. Derrière l'oreille gauche, il y avait d'autres traces d'un coup et 5 blessures similaires à l'arrière de la tête. En regardant le juge, il a déclaré que lorsqu'il a soulevé le cuir chevelu, il a découvert que le crâne avait été fracturé à plusieurs endroits. Il a conclu que la mort résultait d'une hémorragie causée par ces blessures. Il a précisé que, selon lui, les blessures provenaient d'un objet contondant, pas d'un couteau. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait bu ce soir-là, le docteur Harris a répondu que l'examen de l'estomac et du cerveau indiquait une forte consommation d'alcool peu de temps avant la mort. Le docteur John F. O'Brien a témoigné que lorsqu'il a vu le corps pour la première fois, il était encore chaud. Et il ne pensait pas que la femme était morte depuis plus de 2 heures. Il a dit que la cuisine ne montrait aucun signe de lutte, sauf une chaise renversée. Il a ajouté que quiconque était passé entre le corps et la table se serait sali de sang. Il a poursuivi en disant que pendant l'examen, Madame Quinlan était apparue en pleurs et très bouleversée, demandant des nouvelles de l'état de sa sœur
car elle ignorait qu'elle était morte. Le tailleur William Doughty a témoigné qu'il avait une boutique sur Brighton Street et que, ce soir-là, il attendait dehors lorsqu'il a vu le jeune fils de Madame Quinlan. Il a affirmé savoir qu'il était 9h15 car il venait d'entrer dans la boulangerie et avait vu l'horloge. Un livreur a également témoigné. Il a affirmé au tribunal être arrivé chez lui vers 21h avec 12 bières commandées par Madame Quinlan. Il a dit que normalement, il portait les caisses de bière jusqu'à sa chambre, mais cette fois-ci, elle a insisté pour les prendre elle-même. Il a dit qu'à ce moment-là, il trouvait étrange qu'elle ne veuille pas qu'il le fasse. Les policiers présents ont également témoigné en détaillant la scène du crime, le désordre dans la maison et les mesures qu'ils avaient prises au cours de leur enquête. Lorsque tous les témoignages de l'accusation ont été entendus, M. Corbett a déclaré qu'il n'en présenterait aucun pour la défense. Les preuves étaient insuffisantes et l'accusation n'avait aucun dossier contre ses clients. Le juge Bragg n'était cependant pas d'accord, bien que la défense ait voulu exclure plusieurs témoins de l'accusation. Le juge avait autorisé l'audition des preuves médicales et chimiques, et il considérait le motif des petites éclaboussures de sang comme particulièrement important. Il a affirmé devant l'audience que les taches de sang sur les vêtements de Madame Quinlan, identifiées par le professeur Woods, pouvaient relier l'accusé au crime. Il a jugé les preuves suffisantes pour renvoyer Madame Quinlan devant le grand jury et l'a placée en détention provisoire sans caution. En mars 1896, l'affaire Ida Quinlan a été portée devant le grand jury du comté de Suffolk. À l'audience préliminaire, le juge a estimé les preuves suffisantes pour la garder en détention. La décision finale appartenait désormais à ce groupe de citoyens réunis à huis clos. Les membres du grand jury devaient examiner attentivement les preuves de l'accusation. Cela comprenait les déclarations des témoins relatant ce qu'ils avaient vu et entendu, les témoignages médicaux décrivant l'état de la victime et la nature de ses blessures, ainsi que les preuves matérielles, en particulier les taches de sang contestées sur les vêtements de Madame Quinlan. Ni Madame Quinlan ni son avocat, M. Joseph Corbett, alors l'un des avocats de la défense les plus respectés de Boston, n'ont été autorisés à assister ou à contester les preuves de l'accusation. Leur rôle a été totalement exclu de la procédure. Le grand jury devait seulement décider s'il existait assez de preuves pour renvoyer Madame Quinlan en procès, sans juger de sa culpabilité ou innocence. La police, sûre de son dossier, pensait qu'elle serait au moins inculpée de meurtre au second degré. Pourtant, après avoir examiné les témoignages et analysé toutes les preuves en détail, le grand jury est resté peu convaincu. Ils n'ont rendu aucune mise en accusation, mettant ainsi fin à l'affaire contre Madame Quinlan et la laissant libre de toute poursuite. Bien qu'elle n'ait jamais été jugée, beaucoup pensaient que Madame Ida Quinlan s'en était sortie après un meurtre. Le grand jury avait conclu que les preuves étaient circonstancielles et qu'il n'y avait aucune preuve définitive la liant directement au crime. Mais l'opinion publique était bien moins certaine. Beaucoup étaient convaincus de sa culpabilité et s'inquiétaient de la nature violente de l'acte. Et ils soulignaient le fait qu'il y avait eu une tension de longue date entre les deux sœurs. D'autres pensaient que le grand jury avait bien agi, mettant en avant le manque de preuves concrètes. Madame Quinlan pouvait de nouveau se promener librement dans les rues de Boston, mais la couverture médiatique et les rumeurs ont gardé l'affaire vivante, provoquant des débats dans les foyers et sur les lieux de travail de la ville. Aux yeux de la loi, aucune accusation ne pesait sur Madame Quinlan, mais pour beaucoup de gens à Boston, la suspicion et le doute continuaient de planer autour de son nom. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.